On est encore obligé d'arrêter Chet Baker, qu'on écoute depuis samedi après-midi. Soyez tous les bienvenus, pour une soirée qui est devenue presque traditionnelle, mais n'y voyez pas le vœu d'un président d'institution qui veut absolument que son film soit montré à l'Institut Lumière, mais plutôt notre vœu à nous, avec les gens de PAC Film qui sont ici, de régulièrement, de temps en temps, on a fait avec Youssef Chahine il y a une semaine, présenter des avant-premières, mais c'est vrai que depuis quelques années, et en particulier avec cette salle, et ça commence aujourd'hui, on a pris l'habitude de montrer les nouveaux films de Bertrand Tavernier, pas Histoire de vie brisée, son film sur la double peine dont on avait fait l'avant-première au CNP Odéon, histoire de bien montrer que c'était un film qui sortait en salle. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, allez-y. Et le Cheikh Moustapha qu'on voit dans le film, qui est l'un des témoins, est ici, par ici, et je le salue particulièrement, comme je salue la présence, parce qu'il se trouve que demain on a un conseil d'administration de l'Institut Lumière, donc de nos administrateurs, Monique Barbarou, dont j'ai parlé tout à l'heure du CNC, Robert Lattès, Jacques Deray également, qui est ici, je voudrais qu'on applaudisse très fort. Le Lyonnais Jacques Deray, et puis on a consacré tout le week-end à un homme qui a dit, moi après je veux me relaxer un petit peu pour être disponible pour le film de Bertrand, je voudrais également qu'on applaudisse très fort Henri Verneuil. La suite à l'écran, c'est un livre, je dis d'un mot, que le film qu'on va voir est un film sur l'histoire du cinéma français, sur l'amour du cinéma, sur l'amour des métiers du cinéma, sur le cinéma, et en particulier, il est inspiré des souvenirs, des conversations que Anna Rioux avait eues avec Jean Orange, et puis d'une venue soudaine, d'une découverte que nous avions faite avec Bertrand Tavernier à l'automne 91, qui était de se dire, il paraît, Éric Rohmer a dit beaucoup de bien dans les années, fin des années 40, début des années 50, des films de Jean Devèvre. Jacques Lourcel en parlait également dans son dictionnaire, et Jean Devèvre était un homme très oublié, mais dont tous les gens qui avaient vu ses premiers films, en particulier ceux qu'il avait produits en producteur indépendant, en tant qu'il les réalisait, avaient un très très bon souvenir. Et il arrive parfois, quand on a des conversations comme ça, par exemple, il faut retrouver Jean Devèvre, dont on pensait qu'il était mort. Un jour, il m'a dit, il faudrait que tu appelles Yves Allégret. Ah non, là, Yves Allégret est mort, c'est sûr. Mais Jean Devèvre n'était pas mort. Et on l'a retrouvé, Jean Devèvre s'est révélé un homme, je sais qu'il y en a qui étaient là, très communicatif, très amical, très ouvert, et qui s'est mis à nous raconter plein d'histoires, qu'on a invité à l'Institut Lumière vers janvier 92, dans la petite salle. Et puis c'est une aventure qui a duré avec lui, puisque en particulier on a pu ressortir sur Arte ces deux films, Madame 11h et La ferme des 7 péchés, qu'on remontrera d'ailleurs dans un week-end consacré à la période des années 40, occupation et fin des années 40, le 12 et 13 janvier. Et bon, voilà, tout ça. Et on a fait beaucoup de déjeuners, on a vu beaucoup de gens, mais Bertrand, lui, dans sa tête, il y avait peut-être sans doute déjà la trame de quelque chose. En fait, je n'en sais rien, mais un jour, on a vu arriver une idée, un travail avec Jean Cosmos, un scénario, et puis, évidemment, le film que vous allez voir ce soir. Je vais lui laisser le présenter. Mesdames et messieurs, Bertrand Tavernier. C'est vrai que c'est un film qui est né à Lyon, qui est né des discussions que j'ai eues avec Jean Orange pendant qu'on faisait l'horloger de Saint-Paul, pendant qu'on le préparait, et qu'il m'a raconté sa vie sous l'occupation, qui m'a fait énormément rire avec des histoires qui lui étaient arrivées. Et j'ai gardé ça dans ma tête, et je l'ai souvent interrogé sur cette période, et j'ai essayé d'en savoir plus. Et d'ailleurs, une partie des histoires, en effet, vous le trouvez dans le livre d'entretien avec Anna Rioux.
Et puis c'est vrai qu'à l'issue de la redécouverte de Jean Devers, en discutant avec lui, un jour cet homme m'a dit qu'il était dans la Résistance et qu'il était rentré à la Continentale, bien qu'étant dans la Résistance, et tout d'un coup je me suis dit, ben là j'ai un personnage, j'ai l'amorce d'un sujet, et si je mêlais les deux, si je mêlais, et j'aurais l'occasion de faire un film de fiction, puisque en fait ils se connaissaient pratiquement pas, Orange et Devers, ils se sont pratiquement jamais parlé, et j'avais l'occasion, j'ai l'impression de faire un film qui me permettrait à moi de comprendre cette époque, de retracer des destins que je trouve tout à fait extraordinaires, riches d'aventures, colorés, passionnants. Et je les ai écoutés, j'ai écouté Devers, j'ai parlé à d'autres personnes que je connaissais, et on a commencé à écrire avec Jean Cosmos, à qui je dois énormément. Ce film qui est un de ces merveilleux scénaristes, dialoguistes, qui est mon complice depuis plusieurs films, depuis La vie rien d'autre, depuis Capitaine Conan, La fille de D'Artagnan. Et voilà, donc on est parti dans cette aventure, et je vous la laisse le découvrir. Je n'ai pas envie d'en dire beaucoup plus. Non, mais je veux dire, non, c'est pas ce que je veux dire. Je veux pas, j'ai pas envie, parce que je préfère qu'on en parle après. Simplement signaler que il y a vraiment, c'est un tournage qui a été pour moi exaltant, formidable, extraordinairement enrichissant, et que ça a été, petit à petit, je me suis pris d'amitié pour beaucoup de ces personnages, et ce film, moi j'ai voulu qu'on leur dédie parce que c'est vraiment un film d'amitié que j'ai fait pour certaines personnes du cinéma, et j'espère que vous le ressentirez, cette amitié, cet amour. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire, et on se retrouve après. Oui, on se retrouve après. Je voulais dire justement, puisqu'on parle de ça, que de Lyon, Bernard Charbert est également avec nous, Raymond Chira est également avec nous, voilà des gens qui sont là. Je voudrais dire aussi que notre amie Patrice Béguin est là, et si vous vous retournez, ils vont vous faire signe. Charlotte Caddy, Maria Pitaresi et Jacques Gamblin sont là-bas, on les retrouve tout à l'heure. Et puis également un comédien que vous allez trouver magnifique, qui joue le rôle de Pierre Nord, qui est là, c'est un comédien d'ici, c'est pas un comédien lyonnais, c'est un comédien tout court, mais de Lyon. Je vachement gaffe maintenant, je m'étais fait reprendre, et Charlotte est de Lyon, c'est vrai. Hein. Philippe Saïd, qui est également par ici. Champion de France des improvisateurs. À part ça, il nous racontera ça, ce sera la bonne projection. Maria Pitaresi, Charlotte Caddy, Alain Chopin, le chef opérateur, le directeur de la photo, et puis Frédéric Bourboulon, le producteur théâtre. Deux micros. Le film a été très peu montré d'ailleurs, parce qu'en fait, la première a commencé avant-hier, ou quasiment. Il y avait une projection surprise à Aubenas devant d'ailleurs le fils de Philippe Orange, de Jean Orange, qui s'appelle Philippe Orange, il y a 15 jours, 3 semaines. Et là, c'est l'une des premières avant-premières, donc vous les voyez un tout petit peu nerveux quand même. Pas du tout. Comme la tradition le veut, pendant les films, souvent on va dîner, ben là on n'a pas pu, quoi. Il rentrait, il sortait, il rentrait, il sortait. On est resté là parce que voilà,
vous les laisse. En fait, je vais demander une réaction à Philippe, parce que tu n'as pas vu du tout le film. Si, j'ai vu l'avant-première à Paris. Ah, tu avais vu l'avant-première, mais tu n'as pas vu Non, je l'avais déjà vu, voilà. Je retiens ma question. Je sais pas si c'est à moi de parler plus du film, je pense Bertrand ou Jacques ou Charlotte ou Maria, voilà. Je sais pas, il y a le micro. Ah oui, oui. Enlève les mains de tes poches, tout ça. Il tient pas le pantalon. Bon, alors, allez-y, une question, un commentaire à voix haute, à voix basse, comme vous le souhaitez. C'est la première fois que j'ai eu l'impression, j'ai vu pour la première fois la complexité de la vie pendant la guerre. J'avais jamais eu cette impression aussi forte de vérité devant des autres films qui parlaient de la période de la guerre. Et j'avoue que je me suis posé une question quand j'ai vu la scène dans la pouponnière. Je me suis demandé si on avait pu tourner une scène de tangérisme avec des petits enfants. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Je ne pouvais pas imaginer qu'il puisse y avoir des réalités pareilles qui m'a paru d'être dedans, pour la vérité. Et ça, peut-être c'est bien de se rendre compte de qu'est-ce que ça veut dire vraiment la guerre vécue de cette façon-là. Ils sont tous en désintoxication d'ailleurs. Il y avait tellement de fumée. Non, merci beaucoup, madame, merci. Cézanne, rassurez-vous, hein, il y a des règles très strictes pour les bébés. On en avait beaucoup qui hurlaient considérablement. Il y avait deux équipes. Il y avait deux équipes de bébés, puisqu'on n'a pas le droit de travailler plus que certaines heures avec celle-là. Et ils hurlaient beaucoup. Une heure par jour avec les bébés, c'était oui, une heure. 1 heure, donc on faisait les plans. Mais quand il y avait une explosion, on n'avait pas le droit de mettre de bébé. Dans les explosions, mais voilà. Et donc il y a des moments où il hurlait tellement que ça nous, par moments, ça facilitait le tournage, mais ça fendait le cœur de certains membres de l'équipe, notamment de la première assistante, Valérie Tinjak. Et à un moment, il y avait un bébé qui n'était visiblement pas dans le champ, et elle a voulu le rendre. Parce que là, on l'avait vu dans le plan d'avant, et on ne le voyait plus dans les autres plans. Elle a voulu le rendre aux parents, en disant, parce qu'il s'étouffait tellement il pleurait. Et le père a dit, non, il faut qu'il soit dans le film, il faut qu'il soit dans le film. Ils l'ont remis. Et le problème, c'est surtout ceux qui rigolaient. Oui. Et qu'il ne fallait pas qu'ils rigolent. Oui. On était obligé de taper dessus. D'ailleurs, au générique, c'est comme aucun animal ou bébé n'a été laissé pour ce tournage. Mais nous n'avons tué aucun bébé, en tous les cas. Non, mais sur la complexité de... Ben, c'était un peu le pari du film, parce que moi, j'ai fait aussi ce film pour apprendre. Je me suis plongé là-dedans, et je dois avouer que j'avais une vision très, très partielle, et très... Même en ayant lu beaucoup, il y avait plein de choses qui me manquaient, et j'ai voulu, en effet... Comme ce qui m'intéressait, c'était les choix quotidiens, et que les personnages qui m'intéressaient, c'était des gens, ce n'étaient pas les vedettes, parce que les vedettes, eux, bénéficient de certains privilèges, qui les mettent un petit peu à l'écart. Ce qui m'intéressait surtout, c'était l'équipe technique, les créateurs, les gens qui créaient, le réalisateur, l'assistant réalisateur, le scénariste, et là d'essayer de pénétrer dans leur vie quotidienne les choix qu'ils devaient faire, qui étaient des choix quotidiens et souvent difficiles. C'est vrai qu'en écoutant beaucoup de témoignages, avec l'aide vraiment précieuse de Devève, les souvenirs d'Orange, l'aide de Devève, et puis Devève là-dessus était d'un conseil, parce qu'il a une mémoire phénoménale, qui nous donnait plein de détails. Et puis d'autres personnes qu'on est allé longuement interroger, Louis Cochet, le chef électricien de Henri Alcan, des gens comme ça, Max Douy, et qui nous donnait aussi, qui nous fournissait beaucoup de détails, de petits faits de cette vie du cinéma. Et ça m'a beaucoup inspiré. C'est vrai que plus je me plongeais là-dedans, plus j'avais un immense respect et une très grande admiration pour des personnes, comme par exemple Charles Spack,
ou Jean-Paul Le Chanois, ou Tirard, ou des gens qui se sont conduits finalement de manière très très honorable, qui ont relevé la tête et qui n'ont pas accepté certaines choses et sans ostentation. Et c'est vrai que plus j'avançais dans le film, plus je me sentais proche de ces gens-là et que j'étais fier finalement de faire le même métier qu'eux. Parce que quand je vois ce que Maurice Tourneur a subi pendant La main du diable, comment il a fait le film, et quand on voit le film à l'arrivée, là, moi, je suis obligé, j'ai plein d'admiration pour un type comme ça, pour ce qu'il en a fait, et bon, c'est peut-être ça que vous appelez qui a rendu cette complicité que vous avez vue, mais c'est vrai que c'est un film que j'ai fait sans a priori, sans idée préconçue. J'ai essayé de comprendre. J'ai essayé de comprendre ce qui pouvait motiver certaines réactions, et je me suis plongé là-dedans. J'ai vécu avec ces gens-là, je déjeunais, je dînais, je vivais avec eux. Ils ont fait partie de ma vie et ils ne sont pas prêts de la quitter. Monsieur? Oui, je voulais vous demander comment ceux qui ne jouaient pas le jeu de la Continentale, d'après ce que j'ai compris, ils avaient quand même des possibilités de tourner, mais quels moyens pouvaient-ils avoir? Ils avaient les mêmes difficultés que finalement la Continentale, peut-être plus grande, quelquefois moins, mais la Continentale, ils ont fait 30 films, il y a eu 260 films à Raymond, je crois, tournés, c'est ça, hein? Oui, la Continentale 30, la Continentale est qu'une petite partie. 12, par exemple, n'est pas un film de la Continentale. Les films qu'a écrit Orange, les films de Roger Richebey n'étaient pas la Continentale. Des films comme Goupil Main Rouge ou Le ciel est à vous, tout ça, c'est pas la Continentale, ou Les Anges du péché. Enfin, énormément de très très bons films du cinéma français n'étaient pas la Continentale, mais les tournages étaient à peu près le même, parce que j'ai pris plein d'idées de Max Douy, le Dent, qui n'a pas travaillé à la Continentale, qui me disait que le mot qu'on entendait le plus souvent sur les plateaux, c'était marteau. Parce que tout le monde, comme ils avaient peu de bois, les décors étaient faits pratiquement... il y avait toujours, les gens étaient en train de construire le décor dans lequel on allait tourner, et toujours dans des conditions épouvantables, la bataille pour le bois, pour les matières premières, des gens qui crevaient de faim, ça se trouvait sur tous les films. Si vous lisez d'ailleurs le journal, enfin un certain nombre de livres qui racontent du journal de tournage, par exemple des Dames du Bois de Boulogne, vous voyez que les gens se battent dans le froid, contre plein de problèmes matériels pour arriver à faire le film. Et deuxième question, est-ce que la vie de Devèvre, c'est romancé ou c'est réel? Les faits sont tous réels. Même quand il est pris rapidement pour aller en Angleterre? Oui, c'est un truc qu'il a vécu. Il a sauté pour la première fois en parachute là, et c'est même, je veux dire, c'est même Même Jacques, il a sauté. Oui, Oui, pour la première fois. Et la dernière. Et c'est ça le problème, c'est que personne ne croit que ça lui est arrivé, que c'est réel. Bon, c'est pas un problème. Non, c'est pas un problème, c'est du cinéma. Oui, mais Bertrand, Jean Cosmos, moi je me souviens qu'au début, il n'avait pas un doute, mais il se disait quand même, c'est un peu... Ouais. Ben, on l'a tous, c'est pour ça qu'on a joué sur la scène, les Anglais ont le même. Et que c'est intéressant d'avoir des gens qui sont, en plus qui tombent sur un cas qui est pour eux absolument incompréhensible, puisqu'ils ont dû avoir affaire à des centaines de personnes qui ont essayé de rentrer en Angleterre pour pouvoir y rester, et dont une partie pouvait faire partie de réseaux d'espionnage qui essayaient d'infiltrer les Anglais, mais là ils ont affaire à quelqu'un qui veut repartir, qui ne pense qu'à repartir, ce qui n'a jamais dû leur arriver toute la guerre. Donc ils sont dans un cas totalement incompréhensible. Là, ce qui d'ailleurs doit, quand j'ai montré le film à Gilles Perrault, et il me dit, c'est ce qui sans doute lui a sauvé la vie, c'est que tout d'un coup il avait cette volonté de partir que les Anglais ne pouvaient pas comprendre, mais c'est vrai, il avait... On a la pompe à vélo d'origine, qui a participé. Et c'est vrai que ça, disons qu'on a peut-être enjolivé toute la partie interrogatoire, mais il est resté 3-4 heures à être interrogé par 2 personnes.
et à vouloir essayer de partir à tout prix. Et il a sauté en parachute, et même pendant le saut en parachute, il a vu un château non, hein, en tombant en parachute, et le château, 2 ans après, la fin de la guerre, il est allé l'acheter. Et il le possède. Et c'est le château qu'il avait repéré pendant son saut en parachute. Ah, rien ne se perd. Chez De Vèvre, rien ne se perd. Oui, oui. Et il avait gardé un bout de la corde du parachute. Il a failli être pris par les policiers de la Gestapo qui travaillaient pour la Continentale, mais nous, ça c'est l'idée de Cosmos aussi, il a préféré remplacer ça par le paquet de thé. D'autres questions? C'est vrai que c'est un film qui en suscite tellement que... Il n'y en a plus. qu'il n'y en a plus. Un peu Lionel. Mais plus en vrai, je vois un... Pour le détail, la cuisse de homard, la pâte de homard est absolument authentique. Oui. La pâte de homard de Charles Spax est absolument authentique. Ah bon? La pâte de homard Oui. qu'on donne à Charles Spax est absolument authentique. C'est exactement la vérité. C'est une question ou une affirmation? Non, c'est une affirmation. Voilà. Voilà, oui, oui. Ah, oui. Mais oui, sûrement, non? Oui, non, ça c'est vrai, c'est Ah, vrai. voilà. Oui, oui. Et même, on aboutit même à un truc, mais ça c'était la vérité, faisait que dans une première version du scénario, la scène se prolongeait, c'est quand ils vont faire un moulage, ils font un moulage de la patte qui reste, ce qui fait que le homard se trouve avec 2 pattes droites. Et le homard devient, et il faut absolument pas que le type qui découpe le homard, parce qu'il va s'apercevoir que ce homard est trafiqué, et ça risque de faire un problème avec là, et quand Devève Potier avait crié coupé, et le type, le figurant qui était le chef d'hôtel, paraît-il, de chez Maxime, avait cru que couper, c'était veut dire couper le homard. Donc il s'était précipité auprès du homard, et Devève avait dû l'arrêter, parce que si jamais on avait vu que ce homard avait été trafiqué, ça remontait automatiquement jusqu'à Baumeister, jusqu'aux Allemands, et ça pouvait faire un... Voilà. Mais ça, on a décidé d'arrêter la scène plus tôt, parce que toute l'équipe de Serre la Pince me paraît plus... ça me paraît mieux comme fin de scène. Et Jacques, alors moi parce que je n'avais pas voulu savoir, mais Jean Devève, tu l'as rencontré très tard en fait. Je l'ai rencontré après le tournage. Ouais, c'est ça. Tu voulais pas ou... Oui, enfin, si je voulais, mais enfin c'était tard j'étais engagé tard sur ce tournage. Et donc je me disais que... Enfin, il faut avoir un peu de temps. C'est la première fois que ça m'arrivait, ça arrive absolument très rarement, d'interpréter quelqu'un qui existe, qui est là, qui peut vous parler. Et ça met une pression quand même assez forte, bien sûr, puisque après tout, on dit toujours que le réalisateur, c'est le premier spectateur du film, mais j'avais le sentiment aussi en tournant le film qu'il allait être que Bertrand Tavernier allait être presque battu sur la ligne par Jean Devève, parce que, enfin pour moi, c'est très troublant de jouer un personnage, une personne, quoi. Voilà, ça, c'est pas un personnage, c'est une personne qui va voir le film une fois qu'il sera fini. Donc, bon, je ne l'ai pas rencontré parce que j'estimais d'avoir un peu trop peu de temps pour, comme ça, accumuler des informations. Et moi, je n'y tenais pas non plus qu'il soit. Oui. Je trouve qu'à un moment, il faut une part de rêve. Il faut que Jacques soit libre. Il ne s'agit pas de copier quelqu'un. Et puis parce que voilà, lui, c'est pas tout à fait moi. Et puis ce que le scénario donnait de Jean Devève n'était pas non plus totalement Jean Devève, évidemment. Donc tout ça faisait que voilà, je ne l'ai pas rencontré. Je l'ai eu au téléphone, par contre. J'ai entendu sa voix, j'ai entendu son énergie dans sa voix, j'ai entendu son humour. J'ai lu ses mémoires qui m'ont appris plein de choses, enfin vraiment très, très intéressant. Et puis le jour où il était question que je le rencontre, enfin où j'ai décidé de le rencontrer puisqu'il devait présenter un film à la Cinémathèque, son premier film, La Dame d'11 heures, j'y suis allé, il n'est pas venu. Alors je me suis dit bon, alors c'est pas le moment. Bon, voilà, c'est pas le moment, donc je l'ai rencontré qu'après le tournage. À la projection. À la projection où effectivement il était. Et où je me suis rendu compte à la moitié à peu près de la projection du film qu'il était à 2,50 m de moi, sur le même rang, au dernier rang.
Et on regardait tous les deux ce film pour la première fois du dernier rang, comme voilà, enfin, avec cette espèce de pudeur qu'il avait, puis que j'ai aussi dans ces moments-là, et toujours, et où à la moitié de la projection, je me suis rendu compte qu'il était là, et où pour moi le film était double et triple, parce que je regardais le film, je regardais Jean Devèvre regardant le film, enfin je ne savais plus ce que je regardais d'ailleurs. Non mais c'est extrêmement troublant, évidemment. Et alors, après